Je m'appelle Marc Valois, j'ai 62 ans, et pendant 30 années de ma vie, j'ai servi la police judiciaire française. 30 ans à enquêter sur les crimes les plus sordides, à poursuivre des criminels, à chercher la vérité. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui peut me coûter très cher. Peut-être ma tranquillité, peut-être ma sécurité, peut-être même plus que ça. Mais je ne peux plus me taire. Regardez mes mains, elles tremblent. Ce n'est pas la vieillesse, c'est le poids du secret. Depuis des années, je ne dors plus. Chaque nuit, les visages reviennent. Les victimes que j'ai trahies, les familles que j'ai abandonnées, les coupables que j'ai laissés s'échapper. Ma voix est brisée parce que j'ai gardé le silence trop longtemps. Mes yeux sont fatigués d'avoir vu ce que personne ne devrait voir, et surtout d'avoir participé à ce que personne ne devrait faire. J'ai peur de parler, oui, j'ai peur. Mais j'ai encore plus peur de mourir avec ce fardeau. Alors aujourd'hui, je brise le silence, je vous dis la vérité sur ce qui se passe vraiment dans les coulisses de la police judiciaire, cette institution que vous croyez connaître mais dont vous ignorez les pratiques les plus sombres. Je suis né dans une famille modeste, dans une petite ville du nord de la France. Mon père était ouvrier dans une usine métallurgique, ma mère femme de ménage dans une école. Ils m'ont élevé avec des valeurs simples mais solides, le travail, l'honnêteté, le respect d'autrui. Chez nous, on ne mentait pas, on ne trichait pas, on ne volait pas. Mon père me disait toujours que la parole d'un homme valait plus que tout l'or du monde. Que si tu perdais ton intégrité, tu perdais tout. J'ai grandi avec ces principes ancrés en moi comme des piliers de béton. Quand j'étais adolescent, j'ai vu mon quartier se dégrader, la drogue arriver, la violence s'installer. J'ai vu des jeunes de mon âge partir en prison, des familles détruites, des mères pleurer leurs fils. Et moi, je voulais faire quelque chose. Je voulais être du côté de ceux qui protègent, qui défendent, qui rendent justice. Je ne rêvais pas d'être riche ou célèbre, je rêvais d'être utile. La police judiciaire, pour moi, c'était le sommet. C'était l'élite de ceux qui cherchent la vérité. Alors j'ai travaillé dur, j'ai étudié, j'ai passé les concours. Et le jour où j'ai reçu ma convocation pour intégrer la PJ, j'ai pleuré de joie. Ma mère a pleuré aussi. Mon père m'a serré dans ses bras et m'a dit, « Tu vas servir la justice, fils. C'est la plus belle mission qu'un homme puisse avoir. » J'y croyais de toute mon âme. J'étais fier, si fier. Je portais mon badge comme un chevalier porte son armure. Les premières années à la PJ ont été intenses, brutales même, mais exaltantes. J'ai découvert un monde que je ne soupçonnais pas. La violence des crimes, la cruauté humaine poussée à ses limites, les scènes de meurtre, les victimes de viol, les enfants maltraités. Chaque dossier était un coup au cœur, mais c'était aussi un défi. Je travaillais avec des collègues expérimentés, des anciens qui avaient 20, 30 ans de métier, qui connaissaient toutes les ficelles, toutes les techniques d'interrogatoire, toutes les astuces pour faire parler un suspect. Je les admirais. L'esprit d'équipe était fort, on était une famille. On passait des nuits blanches ensemble, on partageait les victoires et les frustrations. Et il y avait des victoires. Des affaires résolues, des criminels arrêtés, des familles qui retrouvaient un semblant de paix grâce à notre travail. Je me souviens de ma première grosse affaire élucidée, un meurtre dans une cité. 3 mois d'enquête acharnée, des dizaines d'auditions, des recoupements minutieux, et finalement l'arrestation du coupable. Quand on a frappé à sa porte à 6 heures du matin, quand j'ai vu son visage se décomposer, j'ai ressenti quelque chose d'indescriptible. Je servais la vérité. Je protégeais les innocents. J'avais trouvé ma mission sacrée dans la vie. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer de petites choses étranges. Des détails qui ne collaient pas. Un jour, j'ai cherché une pièce à conviction dans le scellé d'une affaire, et elle n'était plus là. Volatilisée. J'ai demandé au responsable du greffe, il m'a dit qu'il ne savait pas, que peut-être il y avait eu une erreur d'archivage. Une autre fois, un témoin clé qui avait fait une déposition accablante pour un suspect s'est soudainement rétracté. Comme ça, du jour au lendemain. J'ai relu son premier témoignage, il était précis, détaillé, cohérent. Et puis plus rien. Il disait qu'il s'était trompé, qu'il n'était plus sûr. J'ai voulu le réinterroger mais mon chef m'a dit de laisser tomber, que le témoignage n'était plus fiable de toute façon. Il y avait aussi ces moments où la hiérarchie donnait des ordres flous. Ne va pas trop vite sur ce dossier, concentre-toi sur d'autres pistes, cette affaire n'est pas prioritaire. Au début, je me disais que c'était normal, que c'était la bureaucratie, les contraintes budgétaires,
les priorités qui changeaient selon l'actualité. Je me disais que mes supérieurs avaient une vue d'ensemble que je n'avais pas. Je leur faisais confiance. J'étais encore dans le déni, je refusais de voir ce qui se profilait devant moi. Et puis il y a eu cette première grande affaire. Celle qui a tout changé. C'était le meurtre d'une jeune femme, 24 ans, retrouvée étranglée dans son appartement. Un crime brutal, violent. L'enquête avançait bien. On avait identifié un suspect, un homme d'une quarantaine d'années, issu d'une famille très aisée, chef d'entreprise dans la région. Les preuves étaient solides, des témoins l'avaient vu avec la victime le soir du meurtre, son ADN était présent sur les lieux, son téléphone géolocalisé près de l'appartement à l'heure du crime. On avait un dossier en béton. J'étais convaincu qu'on allait le coffrer. Mais quelques jours avant son arrestation prévue, mon chef m'a convoqué dans son bureau. Il était tendu, nerveux. Il m'a dit qu'il fallait ralentir, qu'on avait peut-être été trop vite, qu'il fallait vérifier d'autres pistes. J'ai protesté, j'ai dit que les preuves étaient là, qu'on ne pouvait pas laisser un meurtrier en liberté. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Valois, fais ce qu'on te dit. C'est pour ton bien. » Le ton était sans appel. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu des pressions plus directes. Un commandant que je connaissais à peine m'a pris à part et m'a expliqué que le suspect avait des relations, des amis haut placés, que ça pourrait compliquer les choses pour tout le monde si on précipitait l'enquête. Il m'a demandé de modifier mon rapport, de le rendre moins catégorique, d'ajouter des doutes sur la fiabilité de certains témoignages. J'ai refusé au début. Mais la pression s'est intensifiée. On m'a fait comprendre que ma carrière en dépendait, que je pouvais dire adieu à toute promotion, que je pourrais même être muté dans un service administratif sans intérêt. J'ai tenu quelques jours, et puis j'ai craqué. J'ai modifié mon rapport. J'ai ajouté des réserves là où il n'y en avait pas. J'ai ralenti volontairement l'enquête, laissé des délais s'allonger. Et le suspect n'a jamais été arrêté. L'affaire a été classée faute de preuves suffisantes. Faute de preuves suffisantes. Moi, je savais qu'il était coupable. Moi, j'avais les preuves. Mais je les avais enterrées. La famille de la victime est venue nous voir, désespérée, demandant pourquoi on ne faisait rien. J'ai dû les regarder en face et leur mentir. Leur dire qu'on faisait tout notre possible mais que l'enquête n'avançait pas. J'ai vu les yeux de la mère, son désespoir, sa rage impuissante. Et je suis rentré chez moi ce soir-là en me haïssant. C'était mon premier acte de trahison. Ce ne serait pas le dernier. Parce que j'ai compris que ce n'était pas un cas isolé. J'ai compris comment le système fonctionnait vraiment. Il y avait des pratiques, des méthodes, des protocoles non écrits que tout le monde connaissait mais dont personne ne parlait. La disparition de scellés, ce n'était pas des erreurs, c'était organisé. Des pièces à conviction qui dérangeaient disparaissaient purement et simplement. Des analyses ADN, des relevés d'empreintes, des enregistrements vidéo. PFFT, envolés. Et quand on demandait où ils étaient, on vous regardait avec l'air de dire « tu poses trop de questions ». Les contre-expertises truquées aussi, c'était courant. On commandait une expertise indépendante qui contredisait miraculeusement les premières conclusions. Un expert complaisant qui arrivait à des résultats différents, qui introduisait le doute. Et ça suffisait pour affaiblir un dossier. Les pressions sur les témoins, c'était presque systématique dans les affaires sensibles. Des témoins qui recevaient des visites, des coups de téléphone, qui se faisaient menacer, ou au contraire qui se voyaient offrir des arrangements, des aides, des promesses. Et ils se rétractaient. Ou ils changeaient leur version. Ou ils oubliaient des détails cruciaux. La requalification des crimes aussi. Un meurtre devenait un homicide involontaire, un viol devenait une agression sexuelle, une corruption devenait un abus de confiance. Tout était fait pour réduire la gravité, pour rendre l'affaire moins médiatique, moins dangereuse politiquement. Parce que c'était ça le cœur du problème, les personnes qu'on protégeait, c'était toujours les mêmes. Les politiques, les notables, les chefs d'entreprise, les gens qui avaient du pouvoir, de l'argent, des relations. Eux, ils avaient droit à un traitement spécial. Leur dossier était suivi de près par la hiérarchie. Des coups de téléphone venaient d'en haut, du parquet, de la préfecture, parfois même du ministère. On ne nous disait jamais explicitement de classer une affaire, c'était plus subtil. On nous disait de prendre notre temps, de vérifier encore, de ne pas se précipiter. Et pendant ce temps, les preuves disparaissaient, les témoins se taisaient, les délais de prescription approchaient.
Et que se passait-il pour les policiers qui refusaient de jouer le jeu? Ils étaient mis au placard. Mutés dans des services sans intérêt, des bureaux isolés où on leur donnait des dossiers mineurs, des tâches administratives répétitives. Ils étaient isolés de leurs équipes, stigmatisés comme des emmerdeurs, des idéalistes dangereux. Certains finissaient par démissionner, d'autres par céder, d'autres encore par sombrer dans la dépression. J'ai vu des collègues brillants devenir des ombres d'eux-mêmes parce qu'ils avaient voulu faire leur travail honnêtement. Et puis il y a eu l'affaire qui m'a détruit définitivement. C'était il y a 15 ans. Une affaire impliquant un adolescent de 16 ans, le fils d'un député influent. Le gamin était accusé d'avoir violé une jeune fille de son lycée lors d'une fête. La victime avait porté plainte, elle avait des traces de coups, des examens médicaux qui confirmaient l'agression sexuelle, des témoins qui avaient vu le garçon sortir de la chambre où elle se trouvait. L'enquête était simple, les preuves étaient là. Mais dès le début, j'ai senti que ça allait mal tourner. Le père du suspect a débarqué avec son avocat, un ténor du barreau, et il a rencontré directement le procureur. Pas moi, pas mon équipe, directement le procureur. Quelques jours plus tard, on m'a convoqué. On m'a dit que le dossier était sensible, qu'il fallait être prudent, que la carrière d'un homme politique était en jeu, que la jeune fille avait peut-être exagéré, qu'il y avait des zones d'ombre. Des zones d'ombre. Il n'y avait aucune zone d'ombre. C'était clair comme de l'eau de roche. Mais on m'a demandé de réinterroger la victime de manière plus agressive, de chercher des contradictions dans son récit, de mettre en doute sa version. On m'a demandé de ne pas auditionner certains témoins, de ne pas approfondir certaines pistes. Et puis un jour, on m'a convoqué dans un endroit discret, pas au commissariat. Un homme que je ne connaissais pas, quelqu'un qui n'était clairement pas policier, m'a parlé. Il m'a dit que si l'affaire continuait, ma famille pourrait avoir des problèmes. Que ma femme travaillait dans une administration publique et qu'il serait dommage qu'elle perde son poste. Que mes enfants étaient scolarisés dans un bon lycée et qu'il serait regrettable qu'ils doivent changer d'établissement. Ce n'étaient pas des menaces voilées, c'étaient des menaces directes, claires, froides. J'ai eu peur. J'ai eu peur pour ma famille, pour moi, pour tout. Alors j'ai cédé. Complètement. J'ai rédigé un rapport qui minimisait les faits, qui jetait le doute sur la crédibilité de la victime, qui suggérait que l'acte avait peut-être été consenti. L'affaire a été classée sans suite. Le fils du député n'a jamais été inquiété. Il a terminé ses études tranquillement, il a fait une grande école, aujourd'hui il travaille dans une entreprise prestigieuse. Et la jeune fille, elle a arrêté ses études, elle a fait une dépression, elle a tenté de se suicider 2 fois. J'ai appris tout ça plus tard, par hasard. Le coupable a été protégé, la victime a été sacrifiée. Et moi, j'ai été complice. J'ai trahi ma mission, mes valeurs, tout ce en quoi je croyais. Cette nuit-là, après avoir rendu mon rapport, je suis rentré chez moi et je me suis effondré. J'ai pleuré pendant des heures. Ma femme ne comprenait pas ce qui se passait, je ne pouvais pas lui expliquer. Comment lui dire que j'avais vendu mon âme, que j'avais trahi une gamine de 16 ans pour sauver ma peau? Comment lui dire que le policier qu'elle avait épousé n'existait plus? À partir de ce moment-là, ma vie a basculé dans une descente aux enfers. Je ne dormais plus. Chaque nuit, je revoyais le visage de cette jeune fille, ses yeux pleins de larmes quand je l'avais réinterrogée de manière agressive, quand je lui avais demandé si elle était sûre de ne pas avoir consenti, si elle n'avait pas bu trop d'alcool, si elle n'avait pas été ambiguë dans son comportement. Je me revoyais la briser méthodiquement pour protéger son agresseur. Les insomnies sont devenues chroniques. Je me réveillais en sursaut, en sueur, le cœur battant à 100 à l'heure. J'ai commencé à boire pour m'endormir. Un verre, puis 2, puis une bouteille. L'alcool m'aidait à oublier pendant quelques heures, mais le réveil était encore plus douloureux. Les crises d'angoisse ont commencé. Des attaques de panique en pleine nuit, ou même au bureau, où j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer, où je sentais mon cœur exploser dans ma poitrine. Mon couple s'est délité. Ma femme voyait bien que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais rien lui dire. Je rentrais tard, je buvais, je m'enfermais dans le silence. On ne se parlait plus, on ne se touchait plus. Elle a fini par demander le divorce après 5 ans de cette descente. Mes enfants aussi se sont éloignés. Ils me voyaient comme un étranger, un homme aigri, absent, qui sentait l'alcool et ne souriait plus jamais. Ma fille m'a dit un jour, « Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'es plus le même. » Je n'ai pas su quoi répondre.
Comment lui expliquer que son père était devenu un lâche, un traître, un complice d'injustice? J'ai perdu tout contact avec eux. Aujourd'hui, je ne sais même plus où ils vivent. La honte me rongeait. La honte d'avoir trahi mes principes, ma mission, les victimes. Je me regardais dans le miroir et je ne me reconnaissais plus. J'étais devenu quelqu'un que j'aurais méprisé quand j'étais jeune. La solitude s'est installée, lourde, étouffante. Je n'avais plus d'amis, plus de famille, plus de vie en dehors du travail. Et au travail, j'étais devenu un fantôme, un exécutant qui faisait ce qu'on lui demandait sans poser de questions, qui fermait les yeux sur tout. La fin de ma carrière a été à l'image de ce que j'étais devenu, silencieuse, honteuse, pathétique. Progressivement, on m'a écarté des affaires importantes. On me donnait des dossiers mineurs, des cambriolages, des vols de voitures. Les gros dossiers, les enquêtes sensibles, c'était pour les autres. La hiérarchie ne me faisait plus confiance, ou peut-être qu'elle considérait que j'avais assez donné, que j'avais fait ma part de compromission et qu'il était temps de me mettre de côté. J'étais devenu un fardeau, un témoin gênant de trop de choses. À 55 ans, on m'a proposé une retraite anticipée. Pas une proposition, une injonction déguisée. On m'a fait comprendre que c'était dans mon intérêt de partir maintenant, discrètement, sans faire de vagues. Pas de cérémonie d'adieu, pas de médaille, pas de discours sur mes 30 ans de service. Juste une poignée de main rapide, un formulaire à signer, et au revoir. Je suis parti un vendredi soir, j'ai vidé mon casier, j'ai rendu mon badge, et je suis sorti du commissariat pour la dernière fois. Personne ne m'a raccompagné, personne ne m'a dit merci. J'étais un outil usé qu'on jetait à la poubelle. Voilà ce que j'étais devenu après 30 ans à servir une institution qui m'avait tout pris. Pourquoi je parle aujourd'hui, après toutes ces années de silence? Parce qu'il y a quelques mois, j'ai vu aux informations une affaire qui m'a ramené des années en arrière. Une jeune femme accusait un homme politique d'agression sexuelle. Les mêmes mécanismes se sont mis en place, les doutes sur sa parole, les contre-expertises, les pressions médiatiques, l'enquête qui s'enlise. Et j'ai vu son visage à la télévision, ses yeux qui suppliaient qu'on la croie, qu'on l'écoute. Et j'ai revu l'adolescente de 16 ans que j'avais trahie 15 ans plus tôt. La culpabilité qui sommeillait en moi s'est réveillée avec une violence inouïe. J'ai compris que rien n'avait changé, que le système continuait à broyer les victimes pour protéger les puissants. Et j'ai compris que je ne pouvais plus me taire. Que si je mourais sans avoir parlé, j'emporterais avec moi une lâcheté que je ne pourrais jamais racheter. J'ai 62 ans, je n'ai plus grand-chose à perdre. Ma carrière est terminée, ma famille est partie, ma vie est vide. Mais il me reste peut-être la possibilité de soulager ma conscience, de dire la vérité, de rendre hommage à toutes les victimes que j'ai abandonnées. Peut-être que mon témoignage ne changera rien, peut-être qu'il sera ignoré, oublié. Mais au moins, j'aurai parlé. Au moins, j'aurai essayé de réparer, même un tout petit peu, l'immense mal que j'ai fait. Je veux dire quelque chose aux jeunes policiers, à ceux qui entrent aujourd'hui dans la police judiciaire avec des rêves plein la tête, comme moi il y a 35 ans. Vous allez être confrontés à des choix. Des choix qui sembleront mineurs au début. On vous demandera de modifier un petit détail dans un rapport, de ralentir un peu une enquête, de fermer les yeux sur une anomalie. Et vous vous direz que ce n'est pas grave, que c'est juste une fois, que c'est la réalité du métier. Mais ce sera le premier pas. Et après le premier, il y aura le deuxième, puis le troisième, et progressivement vous glisserez sur une pente dont vous ne pourrez plus remonter. Vous deviendrez complice d'un système qui protège les coupables et écrase les victimes. Et vous perdrez ce qui fait de vous un être humain digne, votre intégrité. Le prix du courage, c'est peut-être votre carrière, c'est peut-être des ennuis, c'est peut-être la solitude. Mais le prix du silence, croyez-moi, est infiniment plus lourd. C'est la perte de vous-même. C'est devenir un fantôme qui se traîne dans une vie sans sens, hanté par les fantômes de ceux que vous avez trahis. Si on vous demande de trahir votre mission, refusez. Si on vous menace, tenez bon. Si on vous isole, restez debout. Parce que le jour où vous céderez, vous mourrez un peu. Et à chaque fois que vous céderez, vous mourrez un peu plus, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la personne que vous étiez. Et aux victimes, à toutes ces femmes et ces hommes que j'ai trahis au cours de ma carrière, je veux dire que je suis désolé. Ces mots sont dérisoires, je le sais. Ils ne répareront jamais le mal que je vous ai fait. Ils ne vous rendront pas justice. Mais je veux que vous sachiez que je porte votre souffrance avec moi chaque jour.
Que je n'ai jamais oublié vos visages, vos larmes, votre désespoir. J'ai été un lâche. J'ai choisi ma tranquillité, ma sécurité, ma carrière plutôt que votre droit à la justice. J'ai fermé les yeux quand je devais les ouvrir. J'ai détourné le regard quand je devais affronter la vérité. Je vous ai abandonné. J'ai trahi le serment que j'avais fait de vous protéger. Je ne vous demande pas de me pardonner, parce que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je veux que vous sachiez que vous n'avez pas été oublié. Que votre souffrance n'a pas été vaine. Que même si la justice institutionnelle vous a abandonné, il y a quelque part un vieux flic détruit qui se souvient de vous et qui regrette chaque jour de ne pas avoir eu le courage de vous défendre. Aux familles qui n'ont jamais obtenu la vérité sur la mort de leurs proches, à celles qui ont vu les coupables échapper à la justice, je vous présente mes excuses. Vous méritez mieux. Vous méritez la vérité, la justice, le respect. Et on vous a tout refusé. Je veux terminer par une révélation qui va peut-être choquer certains, mais que je dois dire. Le système judiciaire et policier français n'est pas cassé. Il ne dysfonctionne pas à cause de manque de moyens, de mauvaise organisation, ou d'erreurs individuelles. Non. Le système est construit exactement comme il doit l'être pour atteindre son véritable objectif. Et cet objectif n'est pas la justice pour tous. C'est la protection des puissants. Depuis le début, depuis sa création, l'appareil judiciaire a été conçu pour maintenir l'ordre social, pour protéger ceux qui ont le pouvoir, l'argent, l'influence. Les lois sont écrites par eux et pour eux. Les procédures sont aménagées pour leur donner des échappatoires. Les postes clés sont occupés par des gens qui partagent leurs intérêts. Et nous, les policiers de terrain, les magistrats, les greffiers, nous sommes les rouages d'une machine qui ne sert pas la justice mais le pouvoir. Quand un pauvre vole une télévision, le système est implacable, garde à vue, jugement rapide, prison. Mais quand un riche détourne des millions, agresse une femme, corrompt un fonctionnaire, le système devient soudainement complexe, nuancé, lent. Les dossiers s'enlisent, les preuves disparaissent, les avocats trouvent des vices de procédure. Ce n'est pas un hasard. C'est voulu. C'est le système qui fonctionne exactement comme prévu. Et tant que nous continuerons à croire que c'est un dysfonctionnement, tant que nous continuerons à réclamer des réformes en pensant que ça changera quelque chose, nous ne comprendrons pas la véritable nature du problème. La justice n'est pas aveugle. Elle voit très bien. Elle sait exactement qui protéger et qui sacrifier. Voilà la vérité que 30 ans à la police judiciaire m'ont apprise. Voilà le secret que personne ne veut dire. Voilà ce qui m'empêche de dormir chaque nuit. J'ai servi un mensonge. Et j'ai détruit ma vie et celle des autres pour ce mensonge. Maintenant vous savez.